sur cet ordinateur. This meeting is being recorded. Très bien. Bien, bonjour à toutes et tous. Bonjour, j'avais envie de recueillir avis, critiques et questionnements de jeunes à partir de la lecture de mon livre « Inventons un nouvel art de vivre populaire ». Et donc, je voudrais remercier celles et ceux qui sont présentes et présents, parce qu'il y a un garçon qui est présent ce soir, d'avoir pris le temps de lire et puis prendre du temps aussi pour en débattre avec moi. Donc, il y a des jeunes de Gennevilliers, des jeunes qui n'ont pas la chance de vivre au centre du monde. C'était important pour moi aussi d'élargir le propos. Donc, c'est parti pour une rencontre spéciale jeune. Alors, qui pose la première question, donne le premier avis, la première critique? Je crois que c'était Sarah qui a été tirée au sort. Donc, Sarah, à toi. Ok, bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voulais vous féliciter pour votre livre. La première chose que je tiens à dire, c'est que ça ne doit pas être évident d'avoir le rôle d'un maire en prenant tous les aspects, tous les critères à prendre en compte avec tous les habitants, etc. Moi, je voulais rebondir sur un point par rapport à où on constate qu'il y a un manque d'implication sur des couches populaires concernant la citoyenneté. Donc, à mon niveau, j'ai pu le constater au Conseil local de la jeunesse. Donc, ça fait depuis plusieurs années que je suis membre. Et on voit qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui adhèrent, qui participent. Donc, je trouve que c'est assez regrettable. Vous avez référé dans votre livre au réseau étudiant où ça a mobilisé énormément de jeunes, au panier repas lors des distributions. Donc, c'était des moments de partage, de solidarité. Et ça, c'était vraiment une bonne chose. Je voulais savoir quelle autre chose vous allez mettre en place, vous pensez, pour solidariser un peu plus les habitants. Moi, j'avais une idée par rapport aux enfants en gros de mettre comment dire, de mettre en place des actions avec des enfants de primaire par exemple, et faire que par exemple un référent de classe fasse, je sais pas comment trop l'expliquer, mais fasse des actions avec la municipalité, et ça pourrait dès le plus jeune âge mobiliser les personnes, et en espérant que ça puisse continuer par la suite, quoi. Merci Sarah de t'être lancée comme ça et pour ton avis. Effectivement, c'est la grosse question, c'est comment améliorer la participation des gens. Et tu le notes, il ne suffit pas de mettre des espaces pour que les gens se les investissent et de dire, voilà, on décide ensemble. Le problème, il est certainement dès le plus jeune âge. De toute façon, il y a déjà le travail des délégués de classe qui est fait. On travaille aussi au niveau du collège à former des jeunes. Mais ça ne suffit pas. Je pense que là, on vit une période où les gens ne croient plus en rien, ne croient plus en la politique, ne croient plus en leur pouvoir d'agir. Et que la question pour nous, élus, et citoyens d'ailleurs, c'est de leur redonner courage dans leur pouvoir d'agir. Et le livre en lui-même, mais surtout les débats que ça peut générer autour, voire les disputes que ça peut générer autour, est aussi pour moi un moyen de permettre cela, le réinvestissement des gens dans la dispute, dans l'envie de participer, dans l'envie de décider, dans l'envie de compter. Mais je retiens ton idée d'essayer dès le plus jeune âge, mais je crains que ça ne suffise pas, parce que je dirais presque que ce n'est pas qu'une question d'éducation, parce que des gens très éduqués ne participent à rien. C'est aussi une question d'avoir le sentiment que ça sert. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes qui ont le sentiment que ça ne sert à rien. Ils disent c'est du blabla, tout ça, ils vont encore nous enfler ensuite. C'est ça le problème. En tout cas, merci. Alors ensuite, c'est Jules peut-être. Je peux me permettre de squeezer Jules, parce qu'en fait, j'ai une question qui est directement liée à celle-là, sauf si justement, Jules, tu avais une question qui allait dans ce sens. Vas-y. Je trouvais ça intéressant de rebondir là-dessus, c'est que justement, tu parlais du cas de figure où il y avait eu des questions sur les 4 jours et demi d'école qui passaient à 4 jours par semaine, et qui, du coup, squeezaient une partie de périscolaire, d'activités périscolaires aux enfants. Et que du coup, tu avais aussi, vous aviez mis en place des consultations qui concernaient donc
qui avaient directement été dirigées vers des enseignants ou vers les adultes. Et à ce moment-là, pourquoi pas aussi interroger les principaux concernés qui sont les enfants? Est-ce que ce n'est pas un moment aussi d'inscription dans la citoyenneté que de créer des grandes discussions et des grands débats avec les enfants et de leur poser directement ce genre de problématiques entre les mains? Oui, de toute façon, il n'y a pas d'âge pour prendre part à la décision. Alors, je ne l'ai pas mis dans le livre, c'est vrai, on l'avait fait. Alors, on ne l'a pas fait dans la concertation pour décider, mais on avait fait auparavant alors, peut-être plus sous forme de sondage ou d'avis. On avait demandé l'avis aux enfants et les enfants étaient majoritairement contents de ce qu'on faisait dans le cadre des TAP. Mais ça n'a pas pesé parce que en fait, on ne s'en est pas servi d'ailleurs de l'avis des enfants dans, dans la concertation enfin, de mémoire. Il me semble qu'on n'en avait pas beaucoup parlé. On a surtout eu un débat entre adultes, effectivement, qui tournait autour du bien-être de l'enfant, de savoir s'ils étaient trop fatigués ou pas, de l'apport culturel ou pas, du rôle des uns et des autres. Enfin, c'était assez découpé. Effectivement, c'est aussi un élément de faire en sorte que les enfants puissent, enfin les premiers concernés, et effectivement là c'était les enfants en l'occurrence, puissent donner leur point de vue et le faire entendre. Ouais. Jules, tu ne vas pas échapper. Non, 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 j'attendais mon tour. Pardon, Jules. Alors moi, je voulais poser des questions à propos de la politique écologique. Alors je sais que vous mettez beaucoup en place, la mairie, les AMAP, les jardins partagés, essayer de développer la consommation locale. Alors les AMAP, c'est des associations indépendantes. Hein. J'en fais partie comme adhérent individuel, mais c'est indépendant. C'est pas la mairie, on aide, enfin on soutient, mais c'est Ouais. des gens, des personnes indépendantes. Après, Faut pas après qu'il vous y ait de proposez confusion. les locaux, tout ça. Ouais. Je voulais savoir du coup, au niveau écologique, est-ce que c'est pas difficile d'avoir un impact assez global, mais juste au niveau local? Alors, par exemple, tout ça c'est bien, mais est-ce que vous êtes en relation avec au niveau, je sais pas, plutôt régional ou même national à ce niveau-là? Oui, alors, sur l'écologie, effectivement, est-ce que localement on suffit? Non. Mais est-ce que le national suffirait si localement on n'était pas dans cet état d'esprit? Ça suffirait pas non plus. Je crois que le problème principal, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment de penser une rupture, plus qu'une transition. J'écoutais quelqu'un qui disait la transition, c'était une belle idée il y a 50 ans. Maintenant, c'est trop tard. On n'est plus dans une phase où il faut préparer une transition, on est dans une phase où il faut faire des ruptures. Il faut vraiment aller très très vite et fortement pour que les dégâts annoncés n'aient pas lieu ou aient lieu de manière moindre en termes climatiques et en termes de survie de notre espèce humaine et des autres espèces animales. Donc le défi, Jules, tu as raison, c'est qu'il nous faudrait nous appuyer davantage sur un débat national qui n'existe pas trop. D'ailleurs, quand on regarde, là, on est en pleine présidentielle et c'est pas terrible quand même sur l'écologie et sur les enjeux. Je fais partie de ceux qui parlent de décroissance. Et la décroissance, il faut que ce soit volontaire. Faut qu'il y ait, il y a dans le livre, je parle de frugalité heureuse. C'est pas la fête des pauvres, la frugalité heureuse. C'est l'envie de vivre de manière plus économe en ressources naturelles, en énergie, en tout. Et c'est de trouver son bonheur dans cette frugalité. Et ça mérite de grosses discussions et de sortir de ce capitalisme consumériste qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a des implications locales et il y a des implications nationales. Tu as totalement raison. Le risque, seul, ce sera compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une marche nationale qui se fasse là-dessus, parce que si le rêve proposé à l'échelle nationale, c'est d'avoir tous nos Nike, nos belles chaussures, nos beaux iPhones, et de continuer de consommer comme on fait aujourd'hui, localement, on aura beau parler de frugalité heureuse, ce sera toujours plus compliqué que si on est dans un élan national où on se dit on peut trouver le bonheur autrement que simplement dans la consommation, par exemple. D'accord, d'accord. Merci. Sherifa? Oui, alors,
Pour rebondir sur sur le sujet là, duquel on vient juste de parler, est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le maire, donc j'ai lu votre livre d'abord, très intéressant, j'ai appris plein de choses sur la ville de Gennevilliers que je ne savais pas. Donc pour revenir à ma question, est-ce que vous ne pensez pas que cette frugalité, là, cette coupure, cette rupture qu'il faut faire, bien évidemment, il faut la faire, mais dans une ville comme Gennevilliers où on a voilà, une couche populaire, est-ce que ce n'est pas à contre-courant? C'est-à-dire que, on va dire que la première chose à laquelle les gens pensent, c'est leur pouvoir d'achat. On est d'accord? C'est le premier objectif, c'est de pouvoir travailler pour pouvoir nourrir sa famille, ses enfants, payer ses factures. Donc, est-ce que les besoins, on va dire, un peu écologiques, tout ça, c'est pas des choses auxquelles, pour eux, c'est en second plan, voire dernier plan, dernier souci de penser un peu à tous ces aspects écologiques. Oui. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que avoir un mode de vie plus frugal sera moins dur à Gennevilliers qu'à Neuilly. Parce que les gens qui dépensent le plus de ressources naturelles, qui polluent le plus, ce sont les bourgeois et les riches. C'est-à-dire que les Parisiens, ils ne sont pas tous bourgeois et tous riches à Paris, hein, mais dépensent plus de ressources naturelles que les habitants de Gennevilliers. Pourtant, c'est souvent les habitants des milieux populaires que l'on pointe du doigt, à tort. Donc déjà, l'effort sera moins dur chez nous. Mais il faudra le faire aussi chez nous. Alors, est-ce qu'on peut le faire en se posant la question de fin de mois? Justement, le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement environnemental et climatique, c'était beaucoup des jeunes d'ailleurs, de vos âges, hein, qui manifestaient, ont réussi à faire des ponts où ils manifestaient ensemble sur fin de mois et fin du climat. C'est ça, fin du climat, c'est ça, oui. Pardon? Fin du monde, voilà, c'était fin du monde et fin de mois, le vrai slogan. Et je pense qu'on peut travailler les deux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à retrouver la question du pouvoir de vivre, et pas forcément du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre des catégories populaires. Donc il y a la question des salaires, augmenter les salaires pour beaucoup. Il y a la question pour pouvoir acheter de la nourriture de bonne qualité, en circuit court, bio, les pauvres devraient pouvoir manger sainement. On sait que la qualité de la nourriture est une question importante. Il faut, et en même temps, on peut faire en sorte que les personnes les plus populaires aient droit à manger bio, aient le droit à manger de qualité. Parfois, ça ne revient pas forcément plus cher, parce qu'on peut manger un peu moins de viande, je crois, et acheter de la viande de qualité. Le peu de fois, on en achète. C'est important aussi de diminuer la consommation de viande, parce que la production de viande est un des éléments de dégradation du climat dans l'agriculture productiviste. Donc, on a là des choses où on peut améliorer la vie de tout le monde, je crois. En même temps, moi, je n'oppose pas social et enjeux climatiques, au contraire. Je pense qu'ils vont de pair, y compris on ne pourra pas répondre à l'enjeu climatique si, d'un point de vue social, on ne répond pas à présent. Je vais prendre un exemple. C'est la zone de faible émission, c'est-à-dire l'interdiction des voitures, critères 4 et 5 en ce moment, mais bientôt 3 et 2 dans la métropole du Grand Paris. Il faut mettre en place cette interdiction parce que c'est de la pollution qui tue des gens, puisqu'on ça tue 6 à 7 000 personnes par an dans la région parisienne, cette pollution due à ces voitures. Mais en même temps, on va tuer des gens si on ne les aide pas à avoir des moyens de transport pour aller au travail, puisque les couches populaires, par exemple, entre un ouvrier et un cadre, il y a 13 ans de différence d'espérance de vie. Et donc, si on dégrade les conditions de vie des couches populaires, elles vont mourir aussi, plus tôt. Donc, on voit bien qu'il y a des relations, en fait. Et c'est pas, et l'option, c'est pas de choisir mourir de la pollution ou de mourir de faim, c'est d'améliorer et les fins de mois et la question climatique. Et donc, c'est par exemple ce que l'on propose, c'est d'aider à ce que les personnes, selon des critères de ressources, aient une prime
et un crédit à taux zéro pour pouvoir acheter un véhicule moins polluant que ce qui existe aujourd'hui. Puis surtout de s'attaquer vraiment à la pollution, puisque 75% des pollutions de particules, ce n'est pas le moteur qui le fait, mais c'est les freins et les pneus. Et les Oui, voitures électriques, donc, qui sont plus lourdes, libéreront certainement plus de particules fines si on ne met pas d'aspirateur, par exemple, sur les plaquettes de frein. donc Voilà. la première Ah, phase, pardon, je oui. vous coupe, la première phase, c'est vraiment d'agir sur le volet social, puisque pour que les gens, comme vous dites, qui n'ont pas les moyens d'acheter aujourd'hui un véhicule critère 1, voilà, qui est hybride, on va dire que c'est plus les cadres, enfin c'est ceux qui ont l'argent qui vont pouvoir Oui, faciliter cette transition écologique. Donc là, on va imposer à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule. Certes, c'est une bonne initiative, hein, le prêt à taux zéro, mais ça reste quand même une dépense et qui est quand même conséquente pour des gens qui n'arrivent pas à boucler des fins de mois, d'acheter un véhicule qui va coûter 10 000 voire plus d'euros. C'est une somme qu'ils ne pensaient jamais mettre dans un véhicule pour pouvoir faire cette transition écologique. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment régler cette question du social d'abord, enfin, des salaires, enfin vraiment, parce que je ne pense pas que cette transition écologique, elle concerne tout le monde aujourd'hui en termes de priorité. Elle est obligatoire, on est obligé de la faire parce que voilà, la planète, elle ne peut pas supporter ça, le fait qu'on détruise les ressources et qu'on les utilise voilà, comme ça. Mais ça reste quand même que ceux qui ont les moyens vont pouvoir plus facilement basculer vers ce mode de vie que les couches populaires. Et moi, je trouve que ça pénalise encore une fois voilà, les gens, comme on dit, voilà, comme dans votre livre, les couches populaires. vous avez raison, vous avez raison, Sherifa. Et en plus, celles et ceux qui ont les moyens de s'acheter une voiture électrique, par exemple, pour respecter la législation, c'est les mêmes qui prennent 3 fois ou 4 fois l'avion dans l'année pour partir en vacances ou même aller alors que le train On est les emmènerait d'accord. dans le sud de la France. Et donc, ça ne les empêche pas de polluer. Non, justement, ma proposition, mais qui n'est pas que la mienne, hein, c'est, je dirais, des véritables écologistes, c'est de lier le social et l'écologie. Et sinon, sinon, ça ne marchera pas déjà, parce que les pauvres sont plus nombreux que les riches. Et puis, l'écologie, c'est pour mieux vivre. Donc, si développer l'écologie, c'est pour moins bien vivre, ça ne fonctionne pas non plus. Et donc, ce n'est pas du capitalisme reverdi que je propose, c'est la remise en cause du système. C'est-à-dire que la remise en cause du système capitaliste, aujourd'hui, qui est celui qui pollue, c'est celui qui détruit la planète, en fait, c'est ce système-là qui détruit la planète et qui ne respecte pas les hommes et les femmes qui l'exploitent, eh ben, il faut le remettre en cause aussi pour développer l'écologie. Et on ne peut pas développer une véritable écologie sans remettre en cause ce système. Vous le dites vous-même d'ailleurs. Il ne faut pas que ce soit les plus pauvres qui pâtissent de cette révolution écologiste à faire. Il faut que ce soit au contraire eux qui soient à l'avant-garde et qui en vivent et qui en vivent mieux. Et je pense qu'on peut même arriver à faire en sorte qu'on en vive mieux si on retrouve, c'est un élément que je donne dans mon bouquin, c'est retrouver aussi le temps de vivre, retrouver, diminuer le temps de travail. C'est désindustrialiser, ou plutôt, c'est pas le bon mot, désindustrialiser, déprolétariser le travail, c'est-à-dire faire en sorte que chacun retrouve le sens à son travail et trouve les moyens de bien vivre. Et ça, si on ne le fait pas, on ne pourra pas développer un mode de vie écologique qui respectera la planète. On sera en difficulté. Alors, j'ai vu que Feriel avait disparu, donc c'est Adèle qui ne peut pas ouvrir son micro, donc qui écrit, parce qu'elle est dans le train. Donc, elle pose une question. Je crois avoir compris que vous pensez qu'agir au niveau local impactera le niveau global. Je n'en suis pas si sûr. Je compte plus sur l'action individuelle en oubliant l'échelle globale qui est lente à faire évoluer. Quelles sont vos idées pour casser l'individualisme présent? Merci Adèle. Moi, je crois que j'oppose rien, ni le global, ni le local. Bien sûr, il faut des idées globales pour savoir dans quel sens aller. Sherifa le dit aussi à sa façon, ou Sarah le disait tout à l'heure, c'est d'abord on pense dans quelle société on veut vivre, mais le local permet aussi de changer des idées. Je prends mon propre exemple, je le dis un peu dans le livre, je suis allé un peu par curiosité dans les AMAP et
le fait de vivre depuis 5-6 ans au rythme de ces livraisons, faisant la démonstration que l'agriculteur n'est pas obligé de s'endetter parce qu'on lui avance l'argent à plusieurs, faisant la démonstration qu'on partage et les surplus ou les difficultés climatiques, ça change ma façon de penser, ça change ma façon de voir, ça change ma façon de vivre. Ça, ça me rend plus serein, y compris, voilà, chaque semaine, j'ai une surprise ou pas de surprise, ou pendant 3 semaines, on mange la même chose, mais de manière acceptée. Puis quand on regarde bien, quand on faisait ses courses dans les supermarchés, on mange aussi la même chose, qu'on achète toujours à peu près les mêmes choses. Donc là, on a au moins la surprise de la nature et de ce que prépare le maraîcher. Et donc, les deux, local et global, c'est, si je peux me permettre, un peu dialectique, c'est-à-dire que c'est des rapports un peu conflictuels, mais qui nous font évoluer et qui peuvent nous faire bouger dans notre façon d'être. Par exemple, on sent bien que je pouvais prendre l'idée du racisme qui se développe dans notre pays. On s'aperçoit de plus en plus que ce racisme, il existe et il se développe, le vote Front National, le vote d'extrême droite, alors qu'il avait été fort dans des villes comme Gennevilliers dans les années 80, maintenant il est assez bas, il est plutôt bas dans nos villes. Et par contre, il est fort dans les villes où il n'y a pas d'immigrés ou de personnes issues de l'immigration. Et en fait, le mode de vie localement, le fait de vivre ensemble, le fait de vivre avec, le fait de s'apercevoir qu'on est entre êtres humains, qu'on est les mêmes, ça change les idées aussi des gens et ça produit des choses assez positives. Alors, après, quelles sont mes idées pour casser l'individualisme présent? C'est une vraie question. Pareil, on vit une situation contradictoire où à la fois où il y a, je commence le bouquin en citant le livre du philosophe Éric Sadin qui s'appelle L'individu tyran, qui montre que les gens se replient de plus en plus, que c'est tout de suite maintenant, c'est la révolte derrière les réseaux sociaux, mais pas de la construction, la critique aussi dans les réseaux sociaux, mais rarement en construction. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Et en même temps, on a aussi des gestes de solidarité, on en a parlé au début, Sarah en a parlé en parlant des distributions alimentaires. Je sais qu'elle aussi, elle a fait des maraudes, organisé des maraudes auprès des gens en difficulté. C'est des solidarités qu'on n'a pas vues aussi, des gens dans les quartiers, dans les HLM, dans les immeubles, que ce soit en copropriété ou dans le logement social, qui se sont entraidés, entre des jeunes avec des vieux, entre vieux, entre jeunes. Et cet individualisme, on peut le faire reculer si on arrive à faire comprendre aux gens qu'ils ont les mêmes intérêts et qu'ils ont une ville en commun à construire. Et si on réfléchit d'ailleurs ensemble en fait, à cette question toute bête, pourquoi on vit en société? Pourquoi on vit les uns à côté des autres? Pourquoi on travaille? Ça sert à quoi? Est-ce que ça doit servir à autre chose que notre recherche du bonheur? En ne cherchant pas à avoir tous les mêmes réponses à qu'est-ce que c'est le bonheur pour nous, et ben, si on remet les personnes sur ces rails-là, je pense qu'on peut casser l'individualisme parce qu'en fait, on ne peut pas être heureux tout seul. C'est une forme de mythe qui ne tient pas la route longtemps. Y compris les bourgeois ne sont pas très heureux quand ils ont obligé, par leur peur des pauvres, de faire des murs de 2 mètres autour d'eux et de s'enfermer et de ne pas sortir de là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Adèle, mais tu peux continuer de les poser par écrit. Qui souhaite encore intervenir, Sherifa ou Prisciana ou Jules? Il n'y a qu'un garçon ici, alors peut-être Jules, pour une fois. Jules est parti manger en cachette. Ouais. Non, c'est bon. Non, je ne suis pas caché. Alors. Moi, Oui, j'avais on une t'entend. question. Ouais. Moi, j'avais une question sur la mixité sociale, du coup. Qu'est-ce que c'est exactement, en fait, pour vous? J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas forcément pour et que ça menait à la gentrification, en fait. Que l'idée de base est bonne, mais qu'au final, dans le résultat, c'est pas forcément escompté. Donc voilà, ça, j'aurais bien aimé redévelopper ça. Oui, alors je ne sais même pas si l'idée de base est bonne. Alors l'illusion que ça crée peut-être, ou la volonté qu'il y a derrière, ce n'est pas forcément des gens méchants ou une mauvaise... Moi-même, j'ai participé à développer cette idée de mixité sociale quand j'habitais le Luth au moment de la rénovation du Luth. Mais avec du recul, je me dis que c'est assez humiliant pour les gens qui habitent dans un quartier quand on leur dit
ça manque de mixité sociale dans votre quartier, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent vivre à votre place ou à côté de vous. En gros, ça dit aux gens que si ça ne va pas, c'est à cause de vous, si ça ne va pas, c'est vous les coupables, en fait. Et puis, ça pousse à invisibiliser les problèmes. Moi, j'ai tendance à dire que nos quartiers, c'est la France. D'abord, nos quartiers et notre ville ressemblent, je le dis dans le livre, Gennevilliers ressemble plus à la France sociologiquement que Neuilly. Et que la France normale, c'est la France de nos quartiers au final. Et que ça a toujours été le cas d'ailleurs que les gens se retrouvent entre eux, entre catégories sociales ou gens de même origine. Il y a toujours eu des quartiers de Portugais, des quartiers de Bretons, des quartiers. Je prends un peu, je ne sais pas si je l'ai mis dans le livre, mais si on prend l'entreprise Richard à Gennevilliers qui vend du café, c'était des gens du Cantal, de cette région-là, et tous les salariés venaient de cette région-là. C'est les bougnats dans les cafés de Paris, tenus par ce qu'on appelait les bougnats à l'époque, qui étaient tout un réseau d'une même communauté, d'une même région, qui avait des liens de solidarité. Et c'est assez normal de se retrouver entre gens qui se ressemblent, soit sociologiquement, soit d'origine. Ce qui serait anormal, c'est que ce soit qu'un repli, c'est-à-dire que ce regroupement ne soit pas ouvert sur le monde. Et donc, il faut arriver, ces regroupements sont positifs que s'ils sont basés sur une forme de fierté de ce que l'on est et qui permet cette ouverture à la découverte du monde et des autres. Ce qui a été le cas d'ailleurs à chaque fois. Toutes les vagues d'immigration qui sont arrivées en France ou dans d'autres pays se retrouvent entre eux. Les Français, ils se retrouvent entre eux quand ils sont dans d'autres pays aussi. C'est pour ça qu'on n'apprend pas bien l'anglais ou la langue du pays. Mais comme on est fier de ce qu'on est, on s'ouvre et puis on s'assimile. Même si le mot assimiler n'est pas très bon, on vit, quoi, on devient des citoyens du pays dans lequel on est, en apportant des richesses de sa culture. Et quand on utilise ce terme de mixité sociale, ben justement, on dit aux gens, vous n'avez pas de raison d'être très fiers de vous parce que c'est vous qui foutez le bordel, quoi. Et c'est une humiliation très, très dure qui s'ajoute à l'humiliation à plusieurs types. Donc ça, c'est l'humiliation de rang social. Et après, il y a une deuxième humiliation. Après le racisme des années 80, il y a l'islamophobie. On explique que si tu es musulman, quand même, tu es un peu coupable soit du terrorisme, soit du bordel dans le quartier, soit de tout ça, quoi. Et donc, pour des habitants de quartier, c'est dur. Et ça crée du ressentiment, ça crée de la difficulté, ça ne crée pas des poches d'ouverture. Donc moi, je crois à la diversité sociale, c'est-à-dire et je crois, on n'interdit à personne de venir habiter à Gennevilliers. Je le dis aussi, une personne riche ou qui a de l'argent, elle peut venir acheter à Gennevilliers, alors qu'une personne qui a des revenus modestes ne peut pas aller vivre à Neuilly, parce qu'à Neuilly, il n'y a pas assez de logements sociaux et que d'un point de vue du prix du mètre carré, de l'immobilier, c'est inabordable. Voilà. Donc, nous, on est généreux, on accueille tous ceux qui veulent, on n'exclut personne. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on se fasse exclure. Et on veut pouvoir être fiers de nos origines, fiers d'être issus d'un monde populaire. Ceci dit, ce monde populaire n'a pas que des qualités. C'est pour ça que je parle d'inventer un nouvel art de vivre populaire qui est sur le respect mutuel, sur cette question de se respecter les uns les autres, de respecter l'espace public, et sur cette base de fierté d'être de ce monde, construire un monde où on est solidaire entre nous, couche moyenne et couche populaire. Voilà. Donc moi, je suis un peu là-dessus, et tu as parlé de gentrification, qui est un deuxième aspect. C'est-à-dire, je sais que les habitants peuvent avoir peur parfois quand ils voient toutes ces constructions et de se dire on va être chassé. Ils n'ont pas tort d'avoir peur parce que c'est ce qui s'est passé dans de nombreuses villes. La différence avec de la petite couronne. La différence à Gennevilliers, c'est qu'on détruit peu de logements sociaux, c'est-à-dire qu'on a toujours 66% de logements sociaux. Et quand on construit 50% de logements sociaux et 50% de logements en accession à la propriété. Ce qui veut dire que ça ne change pas sociologiquement. Au fond, s'il y a de nouvelles couches sociales qui viennent, elles s'ajoutent, mais ça ne change pas fondamentalement la base sociale de la ville, et ça ne chasse pas les populations. Donc ce n'est pas une gentrification. La gentrification, c'est le remplacement d'une population par une autre. C'est-à-dire que c'est des logements qui avant étaient sociaux, soit qui sont abattus, soit du logement privé qui jouait un rôle social, qui a été acheté, transformé et qui a pris de la valeur, qui fait qu'on ne peut plus reloger des gens normaux, comme je dis. Et donc, cette gentrification se fait en écartant une partie de la population et en transformant.
Ce n'est pas du tout le cas à Gennevilliers. Et je dis d'ailleurs, la seule garantie, c'est l'expérience gennevilloise qui pourrait être reportée sur la métropole et ailleurs. La seule garantie de ne pas avoir une gentrification et donc d'avoir une exclusion des couches sociales et des couches moyennes de la métropole du Grand Paris, c'est de construire du logement social et d'en avoir en nombre suffisant. D'accord. Je peux rebondir sur Sarah. moi, j'ai l'impression, enfin, je ne sais pas, mais dans les années, dans 5-10 ans, est-ce qu'on ne va pas finir par être écarté parce qu'au final, il y a un délai d'attente de 10 ans. Comme vous l'avez écrit dans votre livre, on a des villes comme Neuilly avec seulement 10% de logements sociaux et voilà, des villes comme Gennevilliers à 66%. Donc, comment faire pour que, si je souhaite partir de chez mes parents, je puisse trouver un logement sur Gennevilliers ou voilà, à proximité et pas me retrouver à 30 minutes éloignée, que ça soit du travail, de ma famille, etc. Et c'est vrai que là, on n'est pas exclu. Enfin, là, actuellement, à Gennevilliers, vous continuez de créer, de construire des logements sociaux, mais on voit que les autres villes ne suivent pas. Et donc, je ne pense pas que vous pourrez, à terme, dans les 5-10 ans, reloger tous les jeunes Villois qui vont quitter de chez leurs parents ou certaines divorcées, etc. Donc, c'est une bonne question. Ouais. Et alors, première chose qui ne règle pas totalement le problème, mais qui est indispensable à faire, ça c'est un truc et une astuce que je donne à tous les jeunes, c'est dès que vous avez 18 ans, vous déposez une demande de logement, même si vous n'en voulez pas. Faites pas pleurer maman parce que vous allez partir de chez vous. Vous lui dites, je dépose ma demande de logement parce que dans 5 ans, dans 6 ans, quand je vais vouloir me marier ou vivre tout seul ou toute seule, j'aurai besoin d'un logement et je pourrais dire, j'ai tant d'attente. Parce qu'il y a trop de jeunes qui se marient ou qui veulent partir parce que pour plein de raisons qui se justifient, ils ont raison, et qui veulent un logement du jour au lendemain, et ça n'existe plus. C'est plus possible. Donc il faut absolument s'inscrire à 18 ans. Et ensuite, oui, seul, on n'y arrivera pas. Enfin, Gennevilliers, alors ça chasse personne, parce que ce n'est pas le même phénomène, parce que sociologiquement, on reste les mêmes, effectivement. Et puis, bon, il reste quand même des jeunes qui arrivent à accéder au logement, même si c'est plus difficile qu'auparavant. Parce qu'avant, les jeunes, ça allait plus vite pour donner un logement à un jeune, parce que les petits logements, il y avait une rotation plus importante. Mais comme il n'y a pas assez de logements sociaux, plus personne ne quitte son logement social. Et donc, les personnes de familles nombreuses ou qui partaient avant d'ailleurs en retraite, allaient en province ou ailleurs libérer le logement social, ou les gens qui achetaient. Tout ça, ça s'est bloqué, c'est complètement bloqué. Et donc, il n'y a plus personne qui libère les grands logements. Donc, les petits logements, les gens restent même en surpopulation, et des fois à 4-5 dans des petits logements. Et les jeunes en pâtissent aussi. Donc ça, c'est une vraie difficulté. C'est pour ça qu'il faut se battre sur la question du logement. Il faut agir. Ça va être le problème politique, mais humain, plus que politique d'ailleurs. Humain, c'est déjà un problème politique et humain, parce qu'à 11 ans d'attente, c'est quand même indécent pour une femme battue, pour un couple avec 4-5 enfants dans un F2. Enfin, après, on peut raconter des choses sur les difficultés de vie des enfants, mais s'ils n'ont pas leur chambre, la vie est difficile. Donc, c'est déjà un problème et ça va s'aggraver dans les prochaines années. Donc, il faut participer aux actions, manifestations, il faut faire pression sur tous les dirigeants politiques, sur tous les maires, pour qu'il y ait construction partout, parce qu'à Gennevilliers seul, on n'y arrivera pas. Parce que, normalement, avant, il y avait des gens qui partaient de la ville. Enfin, on est une super ville, mais bon, on a le droit d'en sortir aussi. Et moi-même, je suis sorti de ma ville d'origine. Enfin, on a le droit d'aller ailleurs. Mais quand il y a blocage, il n'y a plus personne qui part. Et ça, c'est une vraie difficulté. D'autres questions? Oui, moi, ça concernait plutôt j'ai plusieurs questions, mais qui traitent un peu du même sujet. Finalement, c'est le travail et l'entreprise. Déjà, tu parlais de créer des avantages pour les métiers difficiles et de revaloriser en gros la fierté du métier, du savoir-faire. Est-ce que c'est envisageable à l'échelle d'une ville
toi, en tant que maire et en tant que mairie, concrètement, est-ce que vous avez réussi à mettre en place ce genre de poste, finalement, à Non. Gennevilliers? Et j'ai, du coup, encore ce qui va un petit peu plus loin, est-ce que le pouvoir du maire, finalement, ne s'arrête pas aux frontières de sa ville et aux portes des entreprises? Comment est-ce qu'un maire peut intervenir sur ce genre de domaine, environnement ou salaire, et qui ne relève pas du tout de sa compétence? Parce que la réponse à tous les problèmes, à tout ce genre de problèmes, ça vient aussi de l'État et des entreprises. Et on peut avoir un cadre de vie qui soit complètement apaisé et idyllique, mais ça n'empêche pas de rester un peu je me permets, dans la sauce au travail, finalement. Du coup, est-ce que les entreprises gennevilloises, elles sont d'accord, finalement, pour participer à cet art de vivre populaire? Parce qu'on ne peut pas espérer vivre de manière apaisée sans brider le capitalisme qui nous a conduits dans cette situation-là. Donc, Mais alors, l'art de vie populaire, comment ça vit au centre du capitalisme? ouais. Alors, c'est justement, ça, c'est un truc auquel j'étais amené en écrivant le bouquin. C'était pas prépensé. Et je crois qu'on ne peut pas échapper, effectivement, quand on pense nouvel art de vivre populaire, échapper à la remise en cause de la domination dans le travail et donc de la question de reprendre le pouvoir dans les entreprises, de retrouver du sens au travail et de repartager les richesses et de produire autrement. Ça, c'est quelque chose, je ne l'avais pas prévu de l'écrire, et en fait, plus on y réfléchit, plus on se dit que toutes les dégradations de la vie en ville, ou de nos vies, proviennent pour une très grande part de l'entreprise. C'est l'entreprise qui nous fait courir en délocalisant, et donc qui nous donne des heures de transport très longues. C'est l'entreprise qui peut stresser les gens en augmentant la productivité, comme on ne l'a jamais augmenté à l'échelle de ces 20 dernières années, avec des jeunes cadres, par exemple, qui bossent le soir très tard, qui n'ont pas de coupure, travaillent même le week-end et pendant leur congé. C'est ce sentiment, même le sentiment un peu violent de la ville vient souvent d'ailleurs de ce sentiment de stress au travail qui se poursuit. Alors, est-ce que, comme ville, est-ce qu'on peut faire des choses? Non, on n'est pas assez. On ne peut pas modéliser à ce point-là. Alors, il y a des choses qui sont faites, mais insuffisantes de mon point de vue, déjà de ce qui est de notre ressort comme employeur. Euh, Déjà, souvent, ça nous est critiqué, mais par exemple, quand. D'abord, faut casser une idée reçue, il n'y a pas plus d'absentéisme dans la fonction publique territoriale que dans l'entreprise privée. Ce qui est quand même pas si mal que ça, parce que la différence d'une entreprise privée, nous, par exemple, les personnes qui font des métiers difficiles, je pense physiquement aux cantonniers, je pense aux hommes et aux femmes qui travaillent dans les crèches, qui travaillent avec des enfants, qui ont souvent des troubles squeletto-musculaires. Donc les cantonniers, j'en ai parlé, ou celles et ceux qui nettoient de manière admirable nos écoles. Eh ben, c'est des métiers difficiles où à 50, 55 ans, 56 ans, on est un peu cassé quand même. Alors, essayer de résister à l'augmentation du temps de travail, mais le gouvernement vient d'augmenter le temps de travail avec la loi des 1607 heures. C'est une dégradation pour ces personnes-là, alors qu'avant, c'était plutôt pas mal. Le fait que ces personnes-là, on ne les licencie pas quand ils ont des difficultés, on les garde dans nos effectifs. C'est aussi un modèle, hein, parce qu'ailleurs, ils sont licenciés et donc ils vivent d'expédients. C'est aussi une des forces du service public. De ce point de vue-là, ça peut être un exemple. Et on a commencé à travailler, c'est pas encore suffisant, mais sur des ostéos, des interventions d'ostéos sur le corps de ces personnes pour, pour, pour atténuer les difficultés. Ça, c'est des éléments qu'on peut faire. Après, le deuxième élément, c'est d'être ce qui nous est interdit d'ailleurs par la loi, mais c'est d'être en soutien aux salariés quand ils luttent, quand ils sont en grève. C'est le soutien en les soutenant politiquement, mais en les soutenant concrètement dans les caisses de grève, avec les marabouts qu'on leur envoie. La mairie peut intervenir sur les caisses de grève, justement? Oui, ça nous est arrivé. Et par exemple, on a une délibération qui au bout d'un moment, verse une aide sociale aux jeunes Villois qui sont en grève. Je crois que je ne me rappelle plus le délai, si c'est au bout de 10 jours de grève. On est une des rares villes à faire ça. Le préfet, d'ailleurs, sur la grève des RSI, de ces travailleurs sans papier en ce moment,
qui sont en grève d'ailleurs depuis le 22 octobre qu'on a reçu avec Elsa Faucillon ce matin, qui travaillent, ce sont des travailleurs sans papier. Donc le préfet a cassé ma délibération, mon arrêté municipal qui me permettait d'installer un marabout. Parce que pour lui, il s'appuie sur une jurisprudence qui dit que c'est illégal pour une mairie de soutenir un conflit du travail. C'est complètement absurde parce que moi je suis communiste et donc ma fonction c'est d'aider les salariés dans le conflit capital-travail et je suis du côté des salariés. Et à chaque fois que je pourrai les aider, je les aiderai. Et donc à chaque fois, on sera un peu, pas hors la loi, parce que c'est un très grand mot de dire hors la loi, mais en marge, attaqué, remis en cause par l'État. Mais ça fait partie des aides qu'on peut apporter. Puis le débat public aussi, c'est-à-dire qu'il faut que c'est ce que dit Sarah aussi quelque part au tout début de notre discussion, il faut qu'on arrive à réfléchir autrement et à aider les gens à réfléchir autrement leur vie et qu'ils s'ouvrent un nouvel avenir. J'ai tendance à dire, moi, avant la création de la sécurité sociale, ma grand-mère devait penser que c'était complètement débile que de croire qu'on allait nous rembourser nos frais de soins. Et puis comme agricultrice, elle a pensé que c'était complètement impossible de partir en vacances payées. Si on ne travaille pas, on n'est pas payé. Or, le mouvement ouvrier a montré que c'était possible de partir en vacances payées. Et comme il a montré que c'était possible en cotisant tous ensemble, et ben que contrairement aux États-Unis, on ne crève pas devant un hôpital parce qu'on ne peut pas rentrer dedans, parce que ça coûte trop cher. Et ça, pour l'instant, pas encore. Ils n'ont pas encore assez cassé l'hôpital pour ça. Et ça, il faudrait qu'on arrive à retrouver ces façons de rêver et de nouvel art de vivre populaire, c'est de repenser solidarité plutôt qu'égoïsme et individu. C'est réfléchir personne et commun, plus que collectif d'ailleurs, commun. Jules, tu m'avais dit ou Sherifa, parce que Sherifa, du coup, Oui, elle souhaitait. moi, je voulais bien continuer sur ce fil de discussion. Comment on peut faire, parce qu'il y a un chapitre sur l'ascenseur social, la mixité des idées pour humilier. Donc, j'ai trouvé intéressant la façon dont c'est amené. Cependant, cet ascenseur social, c'est quelque chose, voilà, c'est ancré un peu dans nos têtes. Depuis qu'on est jeune, on nous dit si tu travailles bien à l'école, bah, tu auras un bon travail et en gros, tu auras un bon salaire et tu vivras bien. Mais aujourd'hui, comment à l'échelle de la ville, on peut faire changer toute cette façon de voir, sachant que c'est plus au niveau national que ça peut être modifié. Mais on voit bien que là, on est en pleine campagne présidentielle, tous les sondages, tous les meetings nous parlent, tous les gens là qui sont en tête nous parlent de méritocratie, de travail, il faut travailler dur, il faut faire 72 heures par jour, il faut se donner au travail pour pouvoir mériter son salaire. En gros, les gens qui font des petits travails que tout le monde peut faire, même s'ils ont été applaudis là pendant la Covid, comme les gens qui ont tenu les caissières, les agents d'entretien, etc., on les a bien félicités, remerciés, ou même les infirmiers. Mais au final, on est toujours sur une dynamique de productivité. Ce que tu fais, ça rapporte combien? Est-ce que tu es rentable? Tu n'es pas rentable, tu seras payé au SMIC. Et on ne va pas plus loin que ça. Donc moi, on a pu croire qu'avec la crise, la pandémie, on allait basculer vers un changement de société. Il y en a plein qui disaient oui, le monde d'avant, le monde d'après. Finalement, le monde d'après, il est pas là. On retourne vers le monde d'avant. Donc, on voit bien que, pour moi, à l'échelle de la ville, on ne peut pas faire modifier cette vision dans la tête des gens sur l'ascenseur social. Il faut qu'ils croient en quelque chose, ces gens-là, dans les couches populaires. Et la seule chose dans laquelle ils peuvent croire, c'est si leurs enfants vont à l'école et travaillent bien, ils pourront faire mieux qu'eux, entre guillemets. Ils pourront, Alors, voilà. Vous avez raison. En plus, de toute façon, il faut aller à l'école et bien travailler. Quoi qu'on veuille faire. Alors, par exemple, vous-même, ou même moi d'ailleurs, mais ou d'autres, c'est que votre maman est fière de vous parce que vous avez pris un peu cet ascenseur social, fière de votre frère qui fait des études de médecine. Donc, il y a, sur cet ascenseur social, je sais que je marche sur des épines un peu, mais ça aussi, ça m'est venu en écrivant. C'était pas une idée préconçue. Et c'est la Covid aussi qui m'a
fait bouger là-dessus. Parce qu'on a passé notre temps à parler des métiers essentiels, de cette nécessité de relocaliser. Et en même temps, si on pense que l'ascenseur social, c'est s'en sortir, ça veut dire qu'on n'a pas envie que nos enfants fassent ces métiers essentiels et tous les métiers nécessaires dans le cadre de relocalisation d'industrie et de production. Et donc, soit on se dit on continue à dominer les gens et il y a des immigrés qui viennent et qui, pour eux, c'est leur ascenseur social, ils viennent, ils travaillent et puis après, ils progresseront. Mais c'est un puits, c'est quoi ce puits sans fond où il se base quand même sur une domination entre peuples. Soit on continue de délocaliser et il y a des pays qui font ce qu'on ne veut pas faire. Et, et puis moi, je comprends que quand on a fait un métier difficile, que ce n'est pas bien payé, ben, il n'y a pas de raison. Je discutais par exemple la semaine dernière avec un patron du bâtiment et lui-même me dit, il dit si on n'augmente pas les salaires, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui se lève à 5 heures du matin, qui fait 1h30 de route pour venir au boulot et qui sera payé le SMIC à peine. Et en plus, qui aura des problèmes physiques assez vite. Donc, ça nécessite pour moi, là aussi, ça nécessite une remise en cause du capitalisme. Alors là, vous avez raison, Sharifa, ce n'est pas la ville. Là, c'est plutôt une réflexion d'ordre très politique sur la société dans laquelle on vit et la remise en cause du système. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à faire en sorte, oui, il y aura toujours besoin de cantonniers. Et c'est un beau métier parce qu'en tout cas, ils nous permettent de vivre dignement dans nos villes. Oui, on aura besoin d'ouvriers et d'ouvrières. Alors sur les ouvriers et les ouvrières, je crois qu'il y a à réfléchir sur les modes de production. C'est-à-dire que c'est là où il faut déprolétariser le travail. Il y a retrouver du sens, le geste complet, revenir. C'est-à-dire que l'industrie a cassé l'artisanat et fait disparaître le sens total d'un savoir-faire. Ben, c'est de retravailler des savoir-faire. C'est pour ça que ça peut se conjuguer d'ailleurs avec la frugalité heureuse, parce qu'on aura besoin de produire certainement un peu moins, mais on peut produire mieux et dans de meilleures conditions. Et puis, il faut augmenter les salaires, le pouvoir de vivre. Et puis, il faut peut-être aussi diminuer beaucoup le temps de travail sur des métiers difficiles. C'est-à-dire qu'en cantonnier, on peut prendre goût à être cantonnier parce qu'on a le plaisir d'un travail bien fait. Et en même temps, ça peut être un choix aussi de vie que de faire cantonnier 4-5 heures 3 heures ou 4 heures ou 5 heures par jour pour avoir du temps pour développer plein d'autres activités sociales pour soi, pour les autres. Je prends mon exemple, quand j'étais étudiant, pour payer mes études, j'étais ouvrier du livre. Ce n'était pas un métier très intéressant que de porter des paquets de journaux ou ficeleur, j'étais ficeleur, je ficelais des paquets de journaux. Mais par contre, c'était très intéressant de gagner pratiquement plus que mon père en un mois, que lui en 2 mois. Et ça me donnait du temps pour, à l'époque, c'était pour moins faire mes études que pour militer, mais en tout cas, ça me donnait du temps pour faire des choses utiles à la société et utiles pour moi-même. Et ça pouvait être un choix. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai hésité à faire ce boulot et d'en faire mon boulot pour pouvoir continuer d'avoir plein d'activités à côté. Donc, il y a des choses, je ne sais pas si j'ai raison en fait, mais je pense qu'il faut réfléchir temps de travail, pouvoir de vivre, donc salaire, et déprolétariser, retrouver du sens au travail aussi. C'est-à-dire que c'est pas la chose mécanique, le processus à suivre sans sens, c'est retrouver du sens au travail. Et ça, là, vous avez raison, Sharifa, c'est pas la ville. Mais la ville peut, c'est ce qui fait le débat là, par exemple, peut aider à élever ce type de réflexion. C'est ce que les villes progressistes ont toujours fait, hein, c'est de se faire le relais d'idées progressistes qui devenaient des idées majoritaires. Qui d'autre? Peut-être qu'on va pas tarder à arrêter parce que ça va faire 1 heure, un peu moins là pour l'instant. Si Adèle elle veut parler, je regarde si elle a écrit. Moi, elle a dit merci pour vos réponses. Je sais pas, Prisciana, tu veux ouais, juste, je sais pas, ça peut peut-être être une piste pour conclure aussi, mais je sais pas, hein, je ne sais rien. La cible de ton livre, en fait, je voulais en parler parce que tu y fais référence dans les chapitres. Tu dis vouloir apporter, mettre ce livre à la portée de tous, mais au final, t'as quand même, c'est quand même dirigé vers une classe moyenne de gauche ou des maires.
je grossis un peu le trait, mais et comment on franchit la barrière? Comment est-ce qu'en étant ce message à un vrai tous, je t'entendais aussi parler de grandes discussions, de grandes disputes. C'est quoi l'idée? C'est de faire du porte-à-porte avec ton livre à la main. Est-ce que sinon, sous un autre angle, tu as aussi, même au-delà de juste le collectif et le tous, est-ce que tu as approché ou est-ce que tu comptes être approché par exemple, des maires de droite? Est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont intéressées par ce nouvel art de vivre populaire? Comment tu comptes intéresser les gens, quoi? Alors, bon, pour approcher par les maires de droite, oui, peut-être, parce que je vais faire un débat, par exemple, dans l'association acteurs et actrices du Grand Paris sur mon livre. Bon, mais en vrai, c'est pas eux à convaincre. Enfin, ça m'intéresse de discuter avec eux sur la faisabilité, sur les critiques, parce que j'apprends toujours beaucoup des gens avec qui je suis en désaccord. Mais l'enjeu est surtout de pouvoir en discuter avec plutôt les gens, quoi, enfin, les habitants des villes populaires. C'est ma cible préférée, favorite. Et, alors, le livre, si vous l'avez remarqué, il met des idées, même si des fois je dis que je doute, c'est de manière affirmative et assez tranchée, de telle sorte que, par exemple, l'ascenseur social, forcément, ça choque. Je vois, par exemple, j'ai une collègue qui est élue, qui est ouvrière, et bon, c'est son point de désaccord ou de débat avec moi, enfin, comme on l'a eu avec comme Sherifa. Mais ça m'aide. Et ce point-là permet aussi de réfléchir ensemble. Et donc, par exemple, dimanche dernier, j'ai vendu des livres à des gens de toutes conditions sociales. J'en ai vendu que 20. Hein. Bon, je pense que si toute personne qui fait des livres en vendait 20 en 2 heures à chaque fois, il serait content. Mais c'était toutes conditions sociales. C'est dans un café, donc il y avait plutôt, oui, c'était représentatif de la ville en ce sens-là. Et puis d'organiser des débats, hein, ce qu'on est en train de faire, qu'on met sur les réseaux sociaux. Plusieurs, ça appâte, parce qu'il y a toujours des personnes qui ne lisent pas et qui ne liront pas, parce que ce n'est pas leur culture de lire un livre, ce n'est pas leur habitude. Et puis qui vont en discuter, ça va être déformé, forcément. J'attends que l'opposition s'en saisisse aussi pour dire Leclerc, il veut vous rendre pauvre, bref, mais qui permettra d'avoir un débat intéressant, parce que c'est bien que l'opposition s'en saisisse pour pousser le débat public, et puis que les gens s'interrogent aussi, et puis discutent de cette façon de vivre autrement en ville pour en faire une idée majoritaire. Je suis assez confiant au final, parce que j'ai trouvé plutôt des gens attentifs, qui ne disent pas oui à tout, mais qui sont intéressés par cette idée de vivre autrement en ville, qui sont à la recherche de respect, de se faire respecter, de respect mutuel. Et donc ça, c'est plutôt… Je sens que ça répond à une aspiration. Alors après, il faut le mettre en place. Mais on ne le mettra pas en place sans ce débat public. Il faut que les gens comprennent. Il n'y aura rien qui se fera sans eux et sans leur conscience, sans le fait qu'ils le fassent en conscience. Parce que ça aussi, c'est l'idée de faire en conscience, c'est quelque chose d'important. Alors, il y a Adèle qui dit « Le partage du travail est peut-être ce qu'on pourrait appeler le wagon social, et il mettrait frein au mythe destructeur de l'ascenseur social. » C'est possible, Adèle. C'est diminuer le temps de travail pour travailler tous et toutes, et puis aussi valoriser toutes les activités, parce que moi, je ne crois pas à la notion de valeur travail. Je pense que le travail a de la valeur, mais je ne crois pas à la valeur travail. Mais je crois à la valeur des activités humaines, et qu'elles soient dans le travail ou autre. Et par exemple, les retraités qui s'occupent de leurs petits-enfants font une valeur ajoutée incroyable dans la société. Mais il y a plein de choses comme ça. Les jeunes qui font des études, ils capitalisent un savoir accumulé par les êtres humains sur des millénaires, et on pourrait développer bien mieux la société que ce que l'on fait aujourd'hui. Mais moi, j'ai confiance dans la jeunesse. C'est pour ça que ça m'intéressait d'en discuter avec vous. Je ne dis pas par démagogie, mais je pense que vous êtes une génération qui est en rupture avec la mienne, en rupture sur la conscience de l'enjeu écologique, et en rupture parce qu'au bout d'un moment, vous avez fait l'expérience à l'échelle familiale que l'ascenseur social, il fonctionne peut-être par hasard sur un ou deux
membre de la famille, mais pas sur tout le monde, que la génération suivante, d'ailleurs, elle reprend les escaliers, et qu'elle passe son temps à flipper de peur du déclassement, et que s'épuiser à se faire exploiter, c'est pas toujours une bonne chose pour être heureux, et ben on peut aussi, alors bon, tout dépend des salaires, hein, mais là je parle plutôt des jeunes diplômés, on peut faire le choix d'avoir un peu moins de salaire pour vivre mieux en famille, avec ses amis, dans la société. Et moi, c'est un truc que j'entends monter et qui me donne de l'espoir. Ce qui me donne moins d'espoir, c'est que les jeunes votent toujours de manière plus importante pour l'extrême droite. Et ça, c'est la contradiction que la jeunesse devrait régler. Est-ce que vous avez une explication à ça, le fait que les jeunes se tournent vers des extrêmes comme ça? Oui, ben d'abord, il n'y a pas d'aventure humaine positive qui est racontée aux jeunes. C'est-à-dire, il y a peu de partis qui disent, dans un conflit social fort, on veut monter une société radieuse contre une autre société radieuse, mais penser autrement. C'est-à-dire que ça n'existe plus trop, ce conflit-là. C'est ce que ramasse Macron, en gros, un melting pot où tout le monde serait d'accord qu'il n'y a pas autre chose à faire que le capitalisme et que ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça ferme. Et puis, il y a ce que vous disiez, hein, les jeunes, ils font des études, ils sont beaucoup plus diplômés que moi et ils ne trouvent pas du boulot, y compris, ils trouvent souvent du boulot avec 3 diplômes en dessous pour pouvoir se faire embaucher. Quand on fait un concours, on fait pas et qu'on a bac plus 6, on passe le concours de bac plus 3 pour pouvoir l'avoir, parce que celui de bac plus 6, c'est bac plus 12 qui sont en train de les passer. Bon, bref, c'est une concurrence, un monde de concurrence. Et Et puis, le ressentiment, c'est pour ça qu'il faut même se méfier sur des vagues populistes, c'est-à-dire que cultiver le ressentiment sans proposer de construction positive, ça génère de la haine de l'autre et du repli sur soi. C'est un peu l'expérience qu'on fait en ce moment, qui est faite dans tous les pays d'ailleurs. L'humiliation permanente ressentie fait du ressentiment, et ce ressentiment fait de la haine de l'autre. Et puis l'individualisme. Et après, il y a un mode de pensée, le capitalisme du désir valorise beaucoup les individus et chacun pense qu'il peut s'en sortir tout seul. Certains rêvent sans y croire, mais continuent de rêver, je serai joueur de foot, ou je créerai ma start-up, ou je vais faire mon auto-entrepreneur, j'aurai mon entreprise. Voilà. Les solidarités ouvrières ont été cassées. Et ça vient de l'entreprise aussi, hein, ça. C'est-à-dire que l'entreprise a cassé la culture d'entreprise, a cassé tout ce qui était solidarité ouvrière, qui se retrouvait en ville. C'est ce qui fait que d'ailleurs dans le livre, je renverse un peu le phénomène en disant, bah, maintenant, il y a des liens sociaux qui ne sont plus à l'entreprise, mais qu'il faut recréer dans la ville. C'est là aussi que la ville peut être générateur d'idées et de construction de solidarité. Parce que sinon, dans l'entreprise, on ne peut plus le trouver. Il faut qu'on arrive à le régénérer dans la ville, à travers les jardins partagés, les activités sociales, enfin, tout ce qu'on peut, les enfants, tout ce qu'on peut générer. Et est-ce que ça ne viendrait pas aussi du système de l'éducation, en fait? Parce que quand on regarde dans les études supérieures, ceux qui vont faire des écoles de commerce, entre guillemets, ils vont recevoir le même discours des professeurs. C'est-à-dire, oui, le capitalisme heureux, le capitalisme qui va vous faire monter en flèche dans la société. Et en gros, il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a que ce système-là qui marche. Donc, est-ce Oui, que il y a c'est une pas pensée, aussi... il y a une pensée unique. Voilà, Bien une sûr. pensée unique qui fait qu'il n'y a que ça, alors que on constate bien les chiffres. Enfin, moi, je constate personnellement un échec de ces politiques-là qui sont à chaque fois, on a un homme providentiel qui vient tous les 5 ans et qui nous dit qu'il va faire mieux que celui d'avant, mais c'est toujours la même chose en fait au final, mais le vote ne change pas. C'est-à-dire que les gens, ils croient toujours d'un côté, enfin, c'est assez contradictoire, j'arrive pas à comprendre pourquoi on ne veut pas vraiment changer, basculer vers un autre mode. Ah ben parce qu'il n'y a plus personne qui propose vraiment un autre mode. Alors, quand je dis ça, je vais me faire engueuler par ceux qui votent Mélenchon, ceux qui votent Roussel, ceux qui votent Poutou, ceux qui votent Artaud. Mais ce n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que ça reste un peu confidentiel, nos
nos interventions politiques. Alors, je ne mettrai pas tout sur le dos de l'éducation ou du système éducatif. Il y a la société dans son ensemble qui est un peu responsable. Faut reprendre l'envie de lire, il faut reprendre l'envie de se disputer. Il ne faut pas simplement être sur Facebook ou TikTok ou un autre truc pour pointer ce qui ne va pas et essayer d'être simplement dans la dénonciation. Il faut dénoncer parce que c'est le premier acte pour faire la révolution, c'est de dire non. Mais aussi, il faut construire. Et ça, c'est des efforts qu'il faut accepter de faire. Et c'est vrai qu'on est dans une société où les évolutions, il n'y a pas forcément cette acceptation de cet effort-là. Mais en fait, on va y arriver. Oui, en plus, là, tu tires sur les réseaux sociaux et, en l'occurrence, Facebook, mais et je l'utilise. là, Internet, ça devient négatif, alors qu'au final, ouais, on est en train de Je le. l'utilise. Enfin, Oui, là, bien ce qu'on est sûr. en train de faire, c'est finalement une intervention qui tient presque du social. C'est Et vrai. ton réseau Mais proche. par exemple, cette vidéo sera moins regardée que si je me mettais à poil en photo sur Facebook, par exemple. Ah, Voilà. ça, c'est. Et elle sera moins partagée. Je sais pas si les gens ont envie de voir ça, en fait. Voilà, mais bon, ça montre quand même Ouais, mais certaines Internet, ça rétoriques qui ne sont pas tout participe à aussi. fait les mêmes. Internet, ça participe aussi beaucoup à la politisation finalement. Et Aussi. est-ce qu'on n'a pas quand même, à un moment donné, perdu, parce qu'en face, eux, ils ont des termes qui sont très clairs. Ils ont le libéralisme, ils ont ce genre de termes qui est ancré dans leur tête. Est-ce que nous, on n'a pas perdu le rêve communiste parce qu'on n'utilise même plus le terme? Enfin, tu parlais de créer du commun, tu parlais de créer des solidarités, tu parlais de tout ça, mais jamais tu as parlé vraiment de ce mot qu'est le communisme. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est parce que on se rend compte au final qu'on le perd? Est-ce que c'est parce que ça ne correspond plus à ce qu'on veut faire? Non, je l'ai utilisé dans la discussion, mais je ne suis pas sûr que ce soit sur ce mot-là que la question se joue. Se joue sur commun, mais pas seulement sur commun, parce que ça peut être critiqué d'ailleurs, les communs aussi. J'ai vu qu'il y avait des marxistes ou des communistes qui critiquaient le mot commun, mais c'est surtout de ne pas utiliser les mêmes mots que l'ennemi ou l'adversaire. Par exemple, on réutilise le mot cotisation sociale, charge sociale, alors qu'on devrait dire cotisation sociale. Il y a plein de choses comme ça où on a régressé dans la rigueur des mots qui expriment une idée ou une volonté ou un sens. Et ça, effectivement, c'est important. Il faut qu'on le maîtrise et puis qu'on dise aux gens vers où on veut aller. Alors, est-ce que ça s'appelle le communisme? Pour moi, oui, parce que je resterai communiste tout le temps, mais ça ne peut pas être communiste seul aussi. C'est communisme matiné, un peu d'anarchie, parce qu'il faudrait que notre rapport au pouvoir, on le modifie. Communisme matiné, enfin plus que matiné d'ailleurs, d'écologie, parce que sinon on ne fera pas de communisme longtemps, on va mourir. Enfin, je pense que là, il y a quelque chose à beaucoup bouger, beaucoup réfléchir. Mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà réfléchies, en fait. Ce qui manque, c'est la force politique pour le mettre en forme et surtout que les gens eux-mêmes s'en mêlent. Parce qu'on peut être une avant-garde éclairée, ça ne marchera pas si les gens ne s'en mêlent pas. Je crois que c'est la leçon des siècles passés, il faut que les gens s'en mêlent, point. On s'en tient sur ça, Sarah, ça va? Jules, tu t'es endormi? Ça va, ça va. Oh, toujours là, toujours là. J'en suis. On a perdu Feriel, par contre. Et puis Adèle, je ne sais pas si elle a réussi à rentrer avec son train, parce qu'elle était dans le train, elle. Ah si, arrêtez de parler. Non. On ne t'entend pas, Adèle, du coup. On sent que tu parles, mais on ne t'entend pas. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on se quitte là. Bah, je vous remercie beaucoup, c'est très sympa. Je vais le transformer ça en film et puis je vais les mettre sur les réseaux sociaux que je dénonçais tout à l'heure. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci à vous. Bonne soirée à tous. Merci.